Bonjour, esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Avez-vous déjà ressenti cette connexion étrange et puissante avec des milliers de personnes dans un cinéma ou lors d'un concert? Comme si, l'espace d'un instant, tout le monde éprouvait exactement la même chose. Eh bien, cette sensation n'est pas un hasard. Elle a été conçue, perfectionnée et transformée en une arme sociale il y a plus de 2500 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de bataille ou de héros à l'épée. Nous allons dévoiler le véritable code secret qui a construit la civilisation occidentale. Et la clé se trouve dans un lieu que vous pensiez connaître, le théâtre, mais pas tel que vous l'imaginez. Oubliez les applaudissements et les fauteuils confortables. Pensez-y comme un outil d'ingénierie sociale à une échelle jamais vue auparavant. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Considérez-les donc comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Voyageons dans l'Athènes du siècle avant Jésus-Christ. Imaginez la ville. Ce n'est pas seulement le Parthénon et les philosophes à barbe blanche. C'est un endroit bruyant, rempli de tensions politiques, avec la menace constante de la guerre et des maladies. L'anxiété, la peur et l'incertitude étaient le pain quotidien du citoyen moyen. Une véritable cocotte-minute sociale. Les dirigeants athéniens avaient un problème. Comment maintenir une société aussi volatile, unie et fonctionnelle? Comment gérer le stress collectif de milliers de personnes sans que tout n'explose? On aurait pu utiliser la force, bien sûr. Mais les Grecs ont trouvé une solution bien plus élégante et puissante. Une qui ne contrôlait pas le corps, mais l'âme. Ils ont construit d'immenses amphithéâtres, comme le théâtre de Dionysos, capable d'accueillir plus de 15 000 personnes. Mais ce n'étaient pas de simples lieux de divertissement. C'étaient des laboratoires d'émotions, des cliniques publiques pour l'âme de la cité. Et leur médecine était la représentation, la fiction, l'histoire racontée en direct et en public. Leur premier outil fut la tragédie. Pensez à des œuvres comme Oedipe Roi, l'histoire d'un homme qui, sans le savoir, tue son père et épouse sa mère. Un destin horrible, empli de souffrance et de désespoir. Le public qui y assistait n'allait pas être surpris. La plupart connaissaient déjà le mythe par cœur. Alors, s'ils connaissaient déjà la fin, quel était l'intérêt? L'objectif n'était pas le quoi, mais le comment. Le but était d'expérimenter des émotions extrêmes dans un environnement sûr et contrôlé. Voir le pire scénario possible, le chaos absolu, représenté devant soi. Ressentir la peur, la pitié, l'angoisse du protagoniste comme si c'était les vôtres. Le grand philosophe Aristote, qui étudia ce phénomène en profondeur, a donné un nom à ce processus. Il l'a appelé catharsis, un mot que l'on peut traduire par purification ou purgation. L'idée est qu'en expérimentant ces émotions si intenses à travers les personnages, le spectateur se libérait de ses propres anxiétés et peurs refoulées. C'était comme un nettoyage émotionnel. Vous sortiez du théâtre en vous sentant plus léger, purifié. Vos problèmes personnels, comparés à la tragédie d'Oedipe, semblaient bien plus petits et gérables. Le théâtre fonctionnait comme une soupape de sécurité pour la pression accumulée dans la société athénienne. Un coup de génie psychologique, mais tout n'était pas larmes et souffrances. Les Grecs possédaient un second outil, tout aussi puissant. La comédie. Des auteurs comme Aristophane écrivaient des pièces que nous considérerions aujourd'hui comme incroyablement audacieuses. Ils se moquaient sans pitié des politiciens les plus influents, des philosophes, des généraux et même des dieux eux-mêmes. Ce n'était pas seulement pour faire rire. La comédie était l'espace de la liberté d'expression radicale. C'était une façon de critiquer le pouvoir sans provoquer de guerre civile. Elle permettait aux citoyens ordinaires de rire de ceux qui gouvernaient, les humanisant et rappelant aux dirigeants que leur pouvoir n'était pas absolu. C'était en essence le contrôle social par la satire. Imaginez un instant le politicien le plus puissant d'Athènes assis au premier rang, contraint d'écouter un acteur sur scène limitée et se moquer de ses décisions devant des milliers de citoyens qui éclatèrent de rire. C'était une leçon d'humilité et un rappel du pouvoir du peuple, une façon de maintenir l'équilibre. Nous avons donc la tragédie pour purger la peur et la pitié, et la comédie pour libérer la frustration et la critique. Deux faces de la même médaille, deux mécanismes conçus pour maintenir la santé mentale et la stabilité de toute une cité. Le théâtre était une nécessité publique, financée par l'État, comme le sont aujourd'hui les hôpitaux ou la sécurité. Maintenant, la question clé du titre. Était-ce une invention exclusivement grecque? La réponse est complexe. De nombreuses cultures anciennes avaient des rituels, des danses et des cérémonies qui incluaient des éléments théâtraux. Pensons aux rituels religieux de l'Égypte ancienne ou aux danses tribales qui racontèrent des histoires de chasse et de dieux. La différence, et c'est là le génie grec, c'est qu'ils furent les premiers à le systématiser.
à séparer la représentation de la religion. Ils en firent une forme d'art civique et, surtout, un outil d'analyse de la condition humaine. Non seulement ils le faisaient, mais ils se demandaient pourquoi ils le faisaient. Ils l'ont théorisé. Ils ont créé une structure. L'intrigue, les personnages, le cœur qui commentait l'action. Ils ont transformé le rituel en drame. Et ce faisant, ils nous ont donné le langage que nous utilisons encore aujourd'hui pour raconter des histoires, des films hollywoodiens aux séries que vous regardez chez vous. Toute la narration occidentale puise à cette source. Mais le véritable tournant, le secret le plus profond du théâtre athénien, n'est pas la catharsis individuelle, mais la catharsis collective. Pensez-y, 15 000 personnes, riches et pauvres, hommes et femmes, citoyens et étrangers, tous assis ensemble, respirant le même air et ressentant exactement les mêmes émotions au même moment. À ce moment-là, les différences sociales s'effaçaient. L'Athénien cessait d'être un individu isolé avec ses problèmes pour devenir partie intégrante d'un tout, de la police, la cité-État. Il se sentait membre d'une communauté unie par une expérience émotionnelle partagée. C'était la création d'une conscience collective en temps réel. Voici l'arme secrète d'Athènes. Ce n'était ni ses navires, ni ses soldats. C'était sa capacité à forger une unité sociale et émotionnelle grâce au théâtre. Une société qui ressent unie, qui purge ses peurs unies et qui rit de ses dirigeants unis, est une société incroyablement forte, résiliente et difficile à conquérir. Le théâtre était le ciment qui maintenait unie la démocratie athénienne. C'était un entraînement civique. Il enseignait aux gens à ressentir de l'empathie, à penser de manière critique sur le pouvoir et, le plus important, à se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce n'était pas un simple divertissement, c'était un pilier fondamental de l'État. Ce phénomène n'a pas disparu, il a muté. Aujourd'hui, la catharsis collective, nous ne la cherchons plus dans les amphithéâtres de pierre, mais dans les salles de cinéma, dans les stades de football, dans les grands festivals de musique. Des lieux où nous nous réunissons pour partager une émotion intense avec des milliers d'étrangers. Lorsque vous pleurez à la fin d'un film, entouré de personnes qui pleurent aussi, ou lorsque vous chantez à plein poumon une chanson avec 50 000 personnes, vous participez au même rituel que les anciens Athéniens. Vous vous connectez à l'un des besoins humains les plus fondamentaux, celui de ressentir ensemble. Alors la prochaine fois que vous irez au cinéma ou à un concert, rappelez-vous ceci, vous ne faites pas que consommer du divertissement. Vous participez à un ancien et puissant rite de cohésion sociale, une technologie de l'âme inventée il y a des millénaires pour nous rappeler que, malgré nos différences, au fond, nous ressentons tous la même chose. La tragédie, la comédie et la catharsis n'étaient pas seulement des genres littéraires. Elles furent la réponse d'une civilisation à la question la plus importante de toutes, comment vivre ensemble? Et leur solution fut si brillante que son écho résonne jusqu'à nos jours, dans chaque histoire qui nous émeut, nous unit et nous fait nous sentir, l'espace d'un instant, un peu moins seuls. Le théâtre, par conséquent, n'est pas un simple bâtiment ou une forme d'art. C'est une technologie de l'empathie. Un mécanisme pour synchroniser les cœurs de milliers de personnes. La plus grande innovation des Grecs n'a pas été la logique ou la philosophie, mais la découverte qu'une histoire bien racontée pouvait changer le monde, en commençant par le monde intérieur de chaque citoyen. Réfléchissons un instant à l'ampleur de cette idée. Au lieu de réprimer les émotions négatives de la population, l'État athénien les provoquait délibérément dans un espace contrôlé. Il reconnaissait que la peur et la tristesse n'étaient pas des ennemis à éviter, mais des énergies qui, si elles étaient correctement canalisées, pouvaient renforcer la communauté. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne pouvons pas échapper aux émotions sombres. L'anxiété, la perte, la colère font partie de notre existence. Les Grecs n'ont pas essayé de créer une utopie sans souffrance. Au lieu de cela, ils ont créé un espace pour affronter cette souffrance collectivement et en ressortir plus fort. Et la comédie, de son côté, était la reconnaissance qu'aucune société n'est parfaite et qu'aucun leader n'est infaillible. Le rire était un acte de résistance et à la fois d'intégration. En riant d'un problème, vous lui ôtez du pouvoir. En riant avec votre voisin de la même blague politique, vous renforcez votre lien avec lui. Le rire partagé est un acte profondément social. Pensons à l'héritage. Lorsque l'Empire romain a conquis la Grèce, il n'a pas détruit ses théâtres. Au contraire, ils les ont copiés partout dans l'Empire. Ils ont compris, peut-être de manière plus pragmatique et moins philosophique, l'immense pouvoir de maintenir la population divertie et émotionnellement régulée. Le célèbre Panem et Circense trouve ses racines ici. Cependant, les Romains ont souvent perdu la subtilité psychologique. Ils ont préféré le spectacle de gladiateurs, plus viscéral et direct, à la complexité de la tragédie grecque. Ils ont échangé la catharsis, cette purge émotionnelle, contre la simple adrénaline.
Une simplification qui en dit long sur la différence entre les deux cultures. Pendant des siècles, l'essence du théâtre grec s'est perdue, s'est transformée. Mais l'idée centrale, celle de l'histoire comme miroir de l'âme humaine et comme lien social, n'a jamais disparu. Elle a ressurgi dans les œuvres de Shakespeare, qui, comme les Grecs, a exploré les profondeurs de l'ambition, de la jalousie et de la folie pour un public de masse. Shakespeare a parfaitement compris la formule. Ces théâtres, comme le Globe de Londres, rassemblèrent des gens de toutes les classes sociales. Et tous, du noble dans sa loge à l'artisan debout, ressentèrent la même terreur face à la folie du roi Léar ou la même angoisse pour le destin de Roméo et Juliette. Encore une fois, la catharsis collective. Et aujourd'hui, la technologie a porté cette idée à une échelle que les Grecs n'auraient jamais pu rêver. Un seul film peut être vu par des centaines de millions de personnes dans le monde entier, générant une conversation globale et une expérience émotionnelle partagée à un niveau planétaire. Nous sommes la première civilisation à pouvoir expérimenter une catharsis mondiale. Lorsqu'un personnage d'une série très populaire meurt et que les réseaux sociaux débordent de lamentations, nous voyons le cœur grec en action. Des millions de personnes commentent, traitent et partagent la douleur d'une fiction. C'est l'amphithéâtre de Dionysos, sauf qu'il est maintenant numérique et s'étend sur toute la planète. Pour revenir à la question initiale, était-ce une invention grecque ou un phénomène mondial ? La réponse pourrait être que l'impulsion de raconter des histoires et de partager des émotions est universelle, elle est humaine. Mais ce sont les Grecs qui l'ont transformée en une technologie consciente, en un art et une science de la gestion émotionnelle de la société. Ils nous ont donné le manuel d'instruction. Ils nous ont montré que l'on pouvait construire une communauté non seulement avec des lois et des armées, mais avec des poèmes et des représentations. Ils nous ont enseigné que l'empathie, la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, est la force sociale la plus puissante qui existe. Et cette leçon est peut-être plus pertinente aujourd'hui que jamais. Ainsi, le théâtre né à Athènes n'est pas seulement une anecdote de l'histoire de l'art. C'est l'origine de l'un de nos outils de survie sociale les plus sophistiqués. Un outil qui nous a permis de traiter nos peurs, de critiquer nos folies et surtout de nous rappeler que nous faisons partie d'une histoire commune. La prochaine fois que vous éteindrez l'écran après une série qui vous a complètement captivé, prenez une seconde. Ressentez cet écho émotionnel. C'est le fantôme de la catharsis grecque, un écho de 2500 ans qui vous murmure que l'histoire que vous venez de voir, d'une certaine manière, vous a changé et vous a connecté aux autres. Il est fascinant de voir comment une solution créée pour une cité-État spécifique, avec ses problèmes uniques, est devenue un modèle universel. Cela suggère que les défis émotionnels et sociaux auxquels Athènes était confrontée sont, en substance, les mêmes que ceux que nous rencontrons. La peur de l'inconnu, le besoin de justice, la tension entre l'individu et la communauté. La structure de la tragédie grecque, avec son héros qui commet une erreur fatale par orgueil ou ignorance, nous parle toujours directement. Nous retrouvons cette même amartia ou faute tragique chez les leaders déchus d'aujourd'hui, chez les célébrités qui s'autodétruisent et même dans nos propres erreurs. Le théâtre nous a donné un vocabulaire pour comprendre l'échec. Et le chœur, ce groupe d'acteurs qui commentait l'action, n'est-il pas le précurseur de nos commentateurs d'actualité, des analystes sportifs ou même de la section commentaires d'une vidéo comme celle-ci? Le chœur était la voix de la communauté, celui qui traitait et donnait du sens aux événements qui se déroulaient. Sa fonction est toujours vivante. Même l'architecture de leur théâtre était une œuvre d'ingénierie acoustique conçue pour la communauté, conçue pour que la voix d'un seul acteur puisse atteindre la dernière rangée sans amplification, garantissant que personne, pas même le plus pauvre assis tout en haut, ne perde un seul mot. C'était une conception intrinsèquement démocratique. Le fait que les pièces soient représentées pendant des festivals religieux dédiés à Dionysos, le dieu du vin, de l'extase et du chaos, n'est pas non plus un hasard. Le théâtre était un espace où l'irrationnel et le chaotique pouvaient être explorés en toute sécurité pour les comprendre et, en fin de compte, les intégrer dans l'ordre de la cité. La catharsis alors est plus qu'un simple soulagement. C'est un acte d'apprentissage. En voyant la chute d'un grand homme comme Oedipe, le citoyen athénien non seulement se sentait mieux par rapport à ses propres problèmes, mais il réfléchissait aussi aux limites de la connaissance humaine, au pouvoir du destin et à la fragilité de la fortune. Le génie athénien fut de créer un système qui éduquait ses citoyens émotionnellement et civiquement, sans qu'ils se sentent endoctrinés. Ce n'était pas un cours ennuyeux, c'était un spectacle captivant. C'est la forme d'enseignement la plus efficace, celle qui se déguise en divertissement. Un principe que les grands communicateurs d'aujourd'hui connaissent très bien. Par conséquent, lorsque nous parlons de la naissance du théâtre, nous ne parlons pas de l'origine du divertissement. Nous parlons de l'origine de la communication de masse en tant qu'outil pour façonner la conscience collective.
Une idée si puissante qu'elle reste le pilier d'industrie qui génère des milliards de dollars aujourd'hui. Le théâtre grec nous rappelle que les histoires ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Elles sont le logiciel avec lequel nous faisons fonctionner le système d'exploitation de notre société. Et comprendre comment ces histoires fonctionnent, comment elles nous affectent et comment elles nous unissent, c'est comprendre l'une des forces les plus puissantes qui façonnent notre monde. En résumé, Athènes n'a pas inventé le fait de raconter des histoires, mais elle a inventé le pourquoi et le comment de la narration publique. Ils ont créé un événement civique, un rituel social et une thérapie collective, tout en un. Ils ont transformé l'acte d'écouter une histoire en l'acte de construire une communauté. Et cela, sans aucun doute, est l'un des plus grands héritages de l'Antiquité. Pensons au contraste avec notre ère numérique. Nous consommons souvent du contenu en solitaire, via nos téléphones ou nos ordinateurs portables. Le modèle grec insiste sur l'importance de l'espace physique partagé. La présence d'autres corps, l'audition d'autres rires et d'autres sanglots amplifiait l'expérience et la rendait réelle, communautaire. Cette dimension physique est cruciale. Ressentir la vibration de 1000 voix à l'unisson, apercevoir du coin de l'œil un étranger ému par la même chose que vous, crée un type de connexion qu'aucune expérience virtuelle ne peut reproduire complètement. Les Grecs comprenaient la biologie de la communauté. Ils savaient que nous sommes des êtres corporels, pas seulement des esprits. Le choix des thèmes des tragédies était également délibéré. Elles se basaient souvent sur des mythes et légendes que tous les Athéniens connaissaient depuis l'enfance. Cela créait une base culturelle commune. En réinterprétant ces mythes sur scène, le théâtre maintenait vivante la conversation sur qui ils étaient en tant que peuple, d'où ils venaient et quelles étaient leurs valeurs. Ce n'étaient pas des histoires de gens ordinaires. Elles concernaient des rois, des reines et des héros. Pourquoi? Parce que la chute d'une figure puissante est beaucoup plus impactante. Si cela peut arriver à Oedipe, le roi intelligent et puissant, cela peut arriver à n'importe qui. Cela générait un sentiment d'humilité universelle et une profonde réflexion sur la condition humaine que tous partageaient. Même le financement du théâtre était un acte civique. Les citoyens les plus riches avaient le devoir de parrainer les pièces, dans un système appelé chorégie. Ce n'était pas perçu comme une dépense, mais comme un honneur et l'une des plus grandes contributions qu'ils pouvaient apporter au bien-être de la cité. L'art était une responsabilité partagée. La comédie, avec sa critique féroce, jouait aussi un rôle dans la démocratie. Pensons à la pièce L'Égèpe d'Aristophane, qui se moquait du système judiciaire athénien. En riant de ses défauts, la pièce ouvrait un débat public sur la façon de l'améliorer. Le rire n'était pas la fin, c'était le moyen de la réforme sociale. Cette idée d'un espace sécurisé pour la critique est fondamentale. La scène était un lieu où des vérités pouvaient être dites qui, dans tout autre contexte, auraient été punies comme trahison. Le théâtre était la soupape de sécurité qui permettait au mécontentement de s'exprimer et d'être discuté au lieu de pourrir en secret et d'éclater en violence. De plus, les festivals de théâtre étaient des concours. Différentes dramaturges présentaient leurs œuvres et un jury de citoyens votait pour la meilleure. Cela encourageait l'innovation et l'excellence. Il ne suffisait pas de raconter une histoire, il fallait la raconter de la manière la plus percutante, poétique et pertinente possible. L'art s'épanouissait sous la pression de la concurrence. Alors, la prochaine fois que vous verrez une cérémonie de remise de prix cinématographique, comme les Oscars, rappelez-vous que l'idée de récompenser l'excellence narrative lors d'un événement public et compétitif n'est pas nouvelle. C'est une tradition qui remonte directement aux fêtes dionysiaques de l'Athènes antique. Nous continuons de jouer au même jeu. L'universalité des thèmes grecs est étonnante. Antigone, la femme qui défie l'État pour suivre sa conscience et enterrer son frère, soulève un débat sur la loi et la morale qui reste central dans notre société. Devons-nous toujours obéir à l'autorité ou y a-t-il des devoirs plus élevés? Le théâtre nous oblige à nous poser ces questions. Prométhée, le titan qui vole le feu des dieux pour le donner à l'humanité, est l'incarnation du progrès scientifique et de la rébellion contre les limitations. Sa punition, être enchaîné à un rocher pour l'éternité, nous avertit des dangers de l'ambition démesurée. N'est-ce pas la même discussion que nous avons aujourd'hui sur l'intelligence artificielle ou le génie génétique? Les Grecs ne nous ont pas donné de réponses faciles, ils nous ont donné des questions complexes. Le théâtre n'était pas un manuel d'instruction pour la vie, c'était un gymnase pour l'esprit et le cœur. Un lieu pour exercer l'empathie, le jugement critique et la capacité de voir un problème sous de multiples perspectives. C'est pourquoi son influence dépasse l'art. L'idée de présenter un argument, de considérer le point de vue contraire et d'arriver à une synthèse qui est la base du drame, est aussi la base de la pensée philosophique et du débat démocratique. Le théâtre et la démocratie à Athènes ont grandi ensemble, se nourrissant mutuellement. La catharsis n'était pas seulement un phénomène passif de réception d'émotions, c'était aussi un catalyseur pour l'action. Après avoir vu une pièce qui exposait une injustice sociale, le citoyen ne sortait pas du théâtre simplement soulagé.
Ils sortaient en pensant, en débattant et potentiellement plus motivés à participer à la vie civique et à améliorer sa cité. Peut-être que le plus grand secret n'est pas que le théâtre était une arme, mais que c'était une arme à double tranchant. Il pouvait être utilisé pour unir et renforcer la communauté, mais aussi pour la manipuler. Une histoire puissante peut inspirer la vertu, mais elle peut aussi inciter à la haine. Les Grecs le savaient, et Platon, en fait, se méfiait des poètes précisément à cause de ce pouvoir. C'est ce legs ambivalent que nous avons hérité, de la propagande politique qui utilise des techniques narratives pour diaboliser un ennemi, aux mouvements sociaux qui utilisent des histoires personnelles pour générer de l'empathie et du changement. Le pouvoir de la narration collective, libérée à Athènes, reste l'une des forces les plus disputées du monde. Au final, la réponse à la question de savoir si c'était une invention locale ou un phénomène mondial est que c'était les deux. Cela est né d'une impulsion humaine universelle, mais c'est à Athènes que cette impulsion a été raffinée, analysée et transformée en une technologie sociale délibérée et autoconsciente dont nous essayons encore de déchiffrer le manuel d'utilisation. Le théâtre athénien est en essence la découverte que notre réalité est construite sur des histoires et que celui qui raconte les histoires les plus convaincantes a le pouvoir de façonner la réalité. Un pouvoir que les Athéniens ont décidé d'exercer non pas dans un palais fermé, mais en plein air, sous le soleil, devant tout leur peuple. L'expérience de la pièce ne se terminait pas avec les applaudissements. Les histoires et les débats continuaient sur l'agora, dans les maisons, dans les écoles. Le théâtre était le grand générateur de sujets de conversation de la cité. C'était sa série à succès dont tout le monde parlait, analysait et tirait des leçons. C'était le cœur culturel qui pompait des idées dans tout le corps social. La tragédie nous a appris à affronter la peur, la comédie nous a appris à défier le pouvoir, et l'expérience collective nous a appris que nous ne sommes pas seuls dans nos émotions. Des leçons qui ne sont pas gravées dans la pierre, mais dans l'âme de chaque histoire qui, depuis, a osé nous émouvoir. La prochaine fois qu'une histoire vous fera pleurer, rire ou réfléchir, rappelez-vous son lignage. Vous êtes l'héritier d'une tradition de 2500 ans, conçue par l'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire pour vous rendre plus sage, plus empathique et, en fin de compte, plus humain. Et c'est que le théâtre athénien était bien plus qu'un simple événement, c'était un entraînement à la citoyenneté. En présentant des dilemmes moraux complexes, il forçait l'auditoire à juger, à peser les arguments, à se mettre à la place de l'autre. C'était une préparation au débat réel qui aurait lieu à l'Assemblée démocratique. Pensons à la pièce Les Euménides d'Échille. Elle se termine par la création du premier jury de l'histoire pour résoudre un conflit de vengeance sanglante. La pièce ne racontait pas seulement une histoire, elle légitimait et expliquait le système judiciaire athénien lui-même à ses citoyens. C'était de la pédagogie civique de la manière la plus spectaculaire possible. Le théâtre fournissait un langage et un imaginaire commun. Des phrases, des personnages et des situations des pièces devenaient partie intégrante du langage courant, permettant aux Athéniens de discuter d'idées complexes en utilisant ces références partagées. C'était comme un réseau de mèmes culturels qui renforçait leur identité. Même la participation au chœur était une forme d'éducation. Les jeunes citoyens qui formaient le chœur passaient des mois à répéter, apprenant à se mouvoir et à parler comme une unité. C'était une leçon pratique sur l'importance de la coopération et de subordonner l'ego individuel au bien du groupe. L'impact de cette invention est si profond que nous ne le voyons souvent pas, comme un poisson ne voit pas l'eau. La structure en 3 actes, le concept d'un protagoniste avec un objectif, l'arc narratif du personnage, le climax et la résolution. Tout cet ADN narratif fut isolé et répliqué pour la première fois sur ces collines d'Athènes. Au final, le théâtre grec est un monument à l'idée que la forme la plus élevée de la vie publique n'est pas seulement la politique ou la guerre, mais l'autoréflexion collective. La capacité d'une société à se regarder dans un miroir avec ses défauts et ses grandeurs et à apprendre de cette image. Ce n'était pas une évasion de la réalité, c'était une immersion plus profonde en elle, une façon de traiter le présent chaotique à travers les mythes éternels. Et ce faisant, les Athéniens non seulement se divertissaient, mais ils se construisaient en tant que citoyens et en tant que communauté, jour après jour, pièce après pièce. C'est cela la véritable catharsis. Non seulement la libération des émotions, mais la clarté qui vient après. La compréhension, sortir du théâtre non seulement en vous sentant plus léger, mais aussi un peu plus sage, un peu plus connecté à vos voisins, un peu mieux préparé à affronter la complexité du monde. L'invention du théâtre à Athènes ne fut pas un simple chapitre de l'histoire de la littérature. Ce fut le moment où l'humanité découvrit que notre plus grand outil pour survivre et prospérer ensemble n'était ni de bronze ni de fer, mais qu'il était fait de mots, d'émotions et de la magie qui opère lorsque nous les partageons dans l'obscurité. Et c'est une vérité si puissante qu'elle continue de définir notre monde.
Car même si les bâtiments s'écroulent et les empires tombent, les histoires bien racontées ont l'étrange habitude de devenir immortelles. Et c'est que le théâtre, en son cœur, est une célébration de la vulnérabilité. Dans un monde qui nous exige souvent d'être forts et impassibles, le théâtre nous donne la permission de ressentir, la permission de pleurer pour un étranger sur scène, de rire de nos propres faiblesses, de craindre un destin qui n'est pas le nôtre. Cette vulnérabilité partagée est celle qui crée la véritable connexion humaine. C'est un rappel que sous nos différents masques sociaux, nous abritons tous les mêmes peurs, espoirs et désirs. Le théâtre nous dénude émotionnellement et nous montre que dans cette nudité, nous sommes égaux. La comédie en particulier était un grand égalisateur. Un politicien puissant pouvait avoir des armées sous son commandement, mais il ne pouvait pas contrôler le rire de 15 000 personnes. Au théâtre, l'acuité d'un poète était plus puissante que l'épée d'un général. C'était la victoire de l'intelligence sur la force brute. Pensons à l'impact à long terme. La culture de l'argumentation, du débat d'idées à travers des personnages et des intrigues, a jeté les bases du développement ultérieur de la philosophie et de la science. Avant de pouvoir débattre de la nature du cosmos, il fallait apprendre à débattre de la nature de la justice dans une pièce de théâtre. Ainsi, le théâtre n'est pas seulement l'ancêtre de notre cinéma et de notre télévision. C'est aussi un ancêtre de notre façon de penser, d'argumenter, d'empathiser. C'est l'un des piliers sur lesquels s'est construite non seulement la culture occidentale, mais l'idée même d'une société ouverte qui s'examine elle-même. Au final, le théâtre est né à Athènes non pas comme un luxe, mais comme une réponse à un besoin fondamental. Le besoin de donner un sens au chaos, de construire une communauté à partir d'individus et de naviguer dans les complexités de la vie à travers la simulation sécurisée que nous offrent les histoires. C'était une invention grecque, oui. Mais ce fut une invention pour résoudre un problème qui n'est pas seulement grec, mais profondément humain. Et c'est pourquoi, des milliers d'années plus tard, sa création reste si vitale, si nécessaire et si incroyablement puissante. En conclusion, le théâtre grec fut une pièce sophistiquée de technologie sociale, un mécanisme de catharsis collective qui renforçait la cohésion de la polis, éduquait ses citoyens à l'empathie et à la critique et jetait les bases de toute la narration occidentale. Une arme secrète bien plus durable que n'importe quelle armée. Merci de m'avoir accompagné dans cet incroyable voyage au cœur d'Athènes et dans l'âme de nos histoires. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. Si l'histoire vous fascine et que vous voulez comprendre comment le passé façonne notre présent, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains voyages. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires quel film, quelle série ou quelle pièce vous a provoqué une véritable catharsis. Je suis impatient de lire vos histoires. À la prochaine, Esprit curieux.